précoce chez la mère et chez l'enfant, et tout l'impact que peut avoir sur le développement. Autre chose dont professeur Slimani a fait connaître, c'est que quand même ces carences, lorsqu'on commence à diversifier l'alimentation, elle doit être diversifiée de telle sorte qu'elle soit riche aux éléments, comme elle a décrit, le fer, les micronutriments qui peuvent avoir un impact néfaste sur la santé. Et là, je salue, et j'ai l'expérience de ça, je salue les industriels parce qu'ils ont beaucoup collaboré avec nous lors des programmes de lutte contre la carence en fer, la carence en iode, la vitamine A, et ils ont adhéré à la supplémentation donc au niveau des produits, divers produits, et je suis contente qu'ils soient parmi nous. Je vous remercie. Maintenant, la parole est à la salle pour poser des questions aux trois orateurs qui sont là pour... Je me présente, Madame Aziza Haddad. Je suis directeur contrôle qualité et R&D à le Cirque-Istal. Donc, en parlant de la fortification des aliments, oui, on a fourni beaucoup d'efforts et de longues études ont été réalisées, des expériences, etc., pour la fortification des aliments. Seulement, malheureusement, certains, ils ont abandonné cette fortification. D'autres sont en cours d'abandon de la certification parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. On ne l'a pas réglementé. Et qu'en dites-vous? Est-ce qu'il y a un programme pour la réglementation de la fortification de ces aliments et l'obligation de la réglementation de ces aliments? Car cette fortification n'a pas été faite au hasard, mais il y avait l'OMS, il y a l'USDA, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour fixer le bon dosage, les aliments qui peuvent vecteurs de cette fortification. Et c'est malheureux d'oublier tous ces efforts qui ont été faits. Juste pour répondre à votre question, la réglementation existe. J'étais là pour la réglementation existe, mais elle n'est pas appliquée. Alors là, quant à l'application, en ce qui concerne la carence en iode, elle existe en collaboration avec les industriels qui ont participé à la rédaction de la réglementation. Oui, mais là, c'est une autre paire de manches, c'est au niveau du ministère de la Santé à faire respecter donc ces réglementations, et là, ça demande... mais la réglementation existe. Je vous remercie. En tout cas, il y a les questions aux différents orateurs ici qui attendent. Excusez-moi. J'ai juste une question pour professeur Slimani. Je me présente, docteur Misk Mouri, je suis pharmacienne à Rabat. Et quand on me dit que même après une complémentation en fer, il n'y a pas un grand changement dans les troubles cognitifs chez un enfant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un enfant se présente à l'âge de 10 ou 12 ans au comptoir, qui avait souffert un jour d'un trouble cognitif suite à une carence en fer, qu'est-ce que je pourrais bien lui proposer, ou à sa maman bien sûr, pour améliorer? C'est parce qu'on ne peut pas dire, bon, il était trop jeune pour décider, c'est bon. Mais un jour, il faut bien le guérir de ses troubles. Donc, et nous, face à un patient
qui aujourd'hui n'a plus ce problème de carence, Oui. on ne peut pas lui dire bah, c'est foutu. Non, pour non, vous, en fait, on l'objectif... ne peut pas grand-chose. Je suis d'accord avec vous. L'objectif, finalement, c'était juste de faire un état de l'art des études qui avaient été faites sur l'impact de la carence en fer sur plusieurs organes et plusieurs fonctionnements, et surtout sur le développement de manière générale, le développement précoce de l'enfant. Alors, il est vrai que les études ont effectivement montré que même malgré une complémentation de fer, il n'y avait pas forcément d'amélioration de certains processus cognitifs. Ce qui est fait est fait, j'ai envie de dire, pour ces enfants-là. Seulement, c'est important à savoir pour prévenir et pour justement les futures générations, pour que les parents sachent l'intérêt de la complémentation. Est-ce qu'il y a d'autres traitements, par exemple, en parallèle, qu'une supplémentation Non, de oui, fer qui fait que chez les orthophonistes, est-ce qu'on peut les diriger vers ces professionnels? Votre question est très pertinente, madame. La carence en fer pendant le très jeune âge, s'il n'a pas été traité, ça laisse une cicatrice. Elle est là. Maintenant, il faut s'en occuper. Et ça laisse une cicatrice selon l'importance de la carence en fer qu'elle a vue. Mais même si on corrige, si on a pris du temps pour corriger à temps la carence, ça laisse. La carence en fer, il mord le cerveau. Vous vous rappelez l'adage qu'on disait, l'angine, il mord le cœur? Eh bien, la carence en fer, il mord le cerveau. Donc, c'est pourquoi il faut prévenir la carence en fer. Mais si la carence en fer est là, il y a toujours des séquelles au niveau cognitif. Et bien sûr, il y a la prise en charge. La prise en charge, il doit être précoce dès que le diagnostic a été fait. C'est par, quand vous dites la prise en charge multidisciplinaire, eh bien, c'est de développement qu'il s'agit. Parce que le développement ne se conçoit pas par une seule personne. Le développement ne se conçoit que dans le cadre d'une pratique collaborative. Il y a le pédiatre, oui, il y a le nutritionniste, oui, il y a le psychomotricien, oui, il y a l'orthophoniste, oui. Vous voyez, et il y a l'infirmier, c'est une pratique collaborative multiprofessionnelle. Et l'enfant, il doit être suivi. Nous, le point sur lequel nous insistons, pour les médecins généralistes, pour les pédiatres, il faut qu'ils soient au courant des ABC de développement de l'enfant. C'est ça notre l'objectif. C'est que toute personne en contact avec l'enfant, quelle que soit la porte d'entrée, qu'il soit sage-femme, qu'il soit infirmière, qu'il soit médecin, qu'il soit nutritionniste, qu'il soit médecin généraliste, toute porte d'entrée à l'enfance, ils doivent avoir les ABC de la prise en charge holistique de l'enfant, un minimum requis pour dépister précocement les difficultés chez l'enfant et pour les prendre en charge précocement avec des moyens accessibles au niveau de toutes ces portes d'entrée. C'est ça. Donc, c'est asseoir un projet multiprofessionnel. Et la meilleure des préventions, c'est in utero. Une femme qui est carencée en fer, on le connaît maintenant, elle donne des enfants qui ne seront dans l'avenir ni des manœuvres, ni des intellectuels. Et vous voyez ça, des mamans, des bonnes, qui prennent le cartable de leurs enfants. Ils n'arrivent plus à prendre leur cartable comme avant sur le dos. Ils n'arrivent plus à marcher. Et quand ils rentrent à la maison, nos enfants maintenant se mettent sur le lit. Ils demandent à d'autres personnes de leur ramener à boire de l'eau. Ils sont fatigués. Et quand on voit ce lot d'enfants, des études ont été faites partout, on démontre que ces enfants-là, dont leur maman était carencée en fer. Ceci étant dit, on n'a pas besoin toujours de supplémenter. Il faut la nutrition, les messages et tout. On sait aussi, deuxième chose, que le fer, parce qu'à un moment donné, on disait aux gens il faut être végétarien, etc., etc., ou diabétique, aux femmes enceintes et tout. Ça ne suffit pas. Il faut du fer héminique. Il faut du fer qui provient de la viande rouge, des abats de la viande rouge. Bien sûr, chez la femme enceinte, on déconseille le foie tout le temps. C'est pour ça qu'on ne lui dit pas les abats. On dit la viande rouge parce que le foie est très riche en vitamine A et vous savez qu'il y a une toxicité de la vitamine A chez les femmes tératogènes, chez les femmes qui prennent beaucoup de vitamine A.
Donc, c'est pour ça que le ministère de la Santé, maintenant, il donne le fer à titre systématique comme prévention. Il a introduit la numération formule sanguine parmi les examens biologiques obligatoires et gratuitement, obligatoires et systématiques chez toute femme enceinte, pour distinguer les femmes qui ont vraiment besoin d'un traitement fer curatif des femmes où il faut le donner comme supplément. Donc c'est très important cette question de fer. Et il faut vraiment, avec l'iode, avec l'acide folique, avec etc., le Maroc, on ne fait pas attention à ces choses-là. Et nos femmes, en général, donc il faut des messages particuliers et adaptés, toujours. Bien, bien. Question, c'est Ismaël. Oui. Oui, d'accord. Le monsieur, c'est le professeur Amri, et après c'est vous, Salah. Voilà, donc, D'accord. je me présente, je suis M. Hamid Lamri, je suis pharmacotoxicologue, je fais de la génétique aussi. Je voudrais remercier les organisateurs pour leur invitation, et je remercie particulièrement les conférencières. Ma question s'adresse particulièrement au professeur Lamia Slimani concernant le fer. Vous avez parlé de la malnutrition concernant le fer, et vous n'avez pas parlé peut-être de la chélation, les chélateurs qui vont chélater, etc. Et ça pose beaucoup de problèmes. Le fer, il est là, mais voilà, faut-il l'assimiler ou pas? Ça, c'est juste entre parenthèses. Alors, ma question va vers la dégradation, le catabolisme des globules rouges. Ça demande 120 jours. À un moment donné, vous avez dit que ça part dans les muqueuses et dans l'épithélium, dans la peau. Voilà. La question, est-ce que justement, on ne connaît pas exactement le devenir et comment est-ce que l'organisme se débarrasse de ces globules rouges et des cellules après l'apoptose, toutes les autres cellules. Est-ce que ce n'est pas à l'origine de l'expansion de ce qu'on entend parler actuellement de l'hijama tout le temps, parce que les gens qui font le hijama, tout le monde fait le hijama actuellement, et pour eux, donc c'est du sang extravasculaire, extraveineux, extra-artériel, etc. C'est juste une curiosité de savoir si vous avez une idée là-dessus. C'est pour débarrasser le corps de... Oui, Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a اللي عنده درايه بهذا الموضوع هذا في لاصال حجامه qui peut quand même pour madame allez-y. C'est une notion, professeur Amri, ديال الحجامة, la plupart des gens ne la connaissent pas. Hein? Oui. Non, mais votre question, je la trouve très pertinente parce qu'elle associe ce qui vient d'être dit. Et est-ce que ce bon sens qu'ils ont nos aïeuls, maintenant, est-ce que ça peut changer à travers ces pratiques quand même qui sont... Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Ça se fait naturellement par voie passive. En fait, on a toujours, tout le monde est capable justement de faire excréter naturellement ces... Oui, parce que le cycle, justement, le cycle, il reprend. Effectivement, on en perd et on en synthétise à nouveau. Mais après, est-ce qu'il y a un lien avec le processus de l'hijama? Honnêtement, je n'ai pas d'idée par rapport à ça. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci pour les orateurs. Je vais seulement faire un petit commentaire, rebondir sur les deux questions de mademoiselle. La première sur la réglementation. On va peut-être parler un petit peu lorsque je vais faire mon expo sur ça. Mais tout le monde est ici, mais les experts aussi ici du ministère de la Santé, dans des commissions techniques qui sont là, qui ont assisté à ces histoires de fortification.
Et les fortifications au Maroc, ils étaient faites dans un cadre un peu spécifique. Parce qu'ils étaient financés par des appels à projets. Et quand on est financé par un projet, il y a des fois, on est soumis. Donc lorsque le projet est fini, lorsque le bailleur de fonds arrête le robinet, il y a des histoires. D'accord, donc je ne vais pas rentrer. Par rapport au travail de Bétis, moi j'ai rencontré cette personne-là, Bétis Lozov, et j'ai posé un certain nombre de questions. Effectivement, pourquoi il n'y a pas cet espoir-là lorsqu'on réhabilite, lorsqu'on supplémente, lorsqu'on redonne du fer à un enfant, il a perdu l'opportunité des 1000 jours, son cognitif ne se rattrape pas. C'était les années 90. C'est une étude qui a été faite début 90. Et ça a duré 10 ans. À ce moment-là, les neurosciences ne sont pas encore développées. Parce que les neurosciences, maintenant, on parle beaucoup de plasticité neuronale, et on parle beaucoup de neurogénèse. On parle de neurogénèse aussi. Donc il y a des possibilités au niveau hypothalamique, parce que c'est là où il y a le problème. Le fer est l'intérieur au niveau de l'hypothalamique, qui est un peu le centre de la mémoire, et sans mémoire, il n'y aura pas vraiment de bonnes conditions. Donc peut-être l'espoir maintenant, c'est au niveau des neurosciences, pour nous dire comment stimuler ces parties corticales-là, pour rattraper un peu au niveau cognitif. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail qui se fait maintenant avec ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives comportementales. Donc c'est un autre sujet. Et merci. C'est Himi à côté. C'est Himi, c'est Boussalah. Oui. Mais toujours est-il, les mères carencées vont transmettre cette carence, ne serait-ce que par la culture et les aliments qu'ils mangent, à leur famille et à leur... C'est pas pour rien qu'on a le mari, les enfants et la femme qui sont, par exemple, d'un certain poids. C'est en fonction de ça. Et la plasticité, il a des limites aussi. S'il n'y a pas de fer, ben, le processus va continuer en rouge, dans le rouge. Dans le sens de professeur Abou Salah, vous savez, nous vivons et nous faisons fonctionner un pourcentage très limité de nos neurones. C'est-à-dire le gros stock de nos neurones ne fonctionne pas. Donc on peut toujours fonctionner et on peut toujours, par des mécanismes, bien sûr, collatéraux, par des mécanismes collatéraux, récupérer des fonctions. Mais on ne peut pas les récupérer en étant assis. On ne peut les récupérer que par le travail avec l'enfant. Et je vous assure que j'avais assisté à des expériences vécues. Un enfant, un IMC comme ça, qui arrive comme ça, avec les mains en point, pendant 37 ans de pédiatrie. J'ai 37 ans de pédiatrie. J'avais les IMC avec les points comme ça. Pour moi, ça y est, c'était acquis. Eh bien, je vous assure que j'avais assisté à une expérience vécue à Tunis, que grâce au massage, au kérim de l'enfant a ouvert en éventail la main du côté opposé. Il y a des miracles maintenant avec les neurosciences. Il y a vraiment des miracles, et parce que le cerveau cache beaucoup de choses, et nous faisons fonctionner juste une partie infime de nos neurones. Et grâce à la stimulation, c'est pourquoi j'insiste sur la stimulation, parce que j'ai vu du miracle. Je les avais vus au niveau de travail avec l'enfance. Je crois, j'ai vu. Et je sais que c'est faisable quand on peut arriver. Parce que le cerveau nous cache encore beaucoup de mystères. Mais rien ne vient en dehors de travail avec l'enfant. Il faut le stimuler, l'éveiller, et il va répondre. Et il va arriver avec les autres. Donc, docteur Misk, c'est ce qu'on était en train de se dire maintenant, c'est exactement, c'est Himi, parce qu'on va passer à la pause café. Merci beaucoup. Merci pour la Société marocaine de nutrition d'avoir organisé cet événement très important pour discuter de ce volet. Et d'ailleurs, je remercie le professeur David d'avoir parlé de ce sens d'ouvrir et maintenant de l'espoir
Donc, parce que c'est vrai, il y a des problèmes, il y a une problématique pour la santé publique, mais sûrement il y a encore des pistes à explorer qui ouvrent bien sûr de l'espoir, et heureusement. Et là, c'est la science et la recherche et les acteurs qui travaillent dans ce domaine donnent cette lueur d'espoir. Et je pense bien sûr, heureusement d'ailleurs, moi je voulais juste parler d'un point très intéressant. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, les acteurs clés ou la porte d'entrée pour le système de santé, c'est les soins de santé primaires. Donc c'est les centres de santé. Et là, c'est la médecine de famille, c'est le médecin généraliste, c'est l'infirmier, c'est la sage-femme, c'est le diététicien, le nutritionniste. Ça veut dire que c'est là où il y a vraiment la promotion des modes de vie sains. Il y a beaucoup de programmes sur l'éducation, les personnes à risque. C'est très important. Je pense c'est là où il y a vraiment ce contact quotidien qui oriente bien sûr vers d'autres niveaux. Je pense qu'il faut, tout à l'heure nous avons parlé, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de guides, beaucoup de messages qu'il va falloir effectivement, et c'est ça le rôle des spécialistes. Je vous remercie d'ailleurs les conférenciers pour la qualité de leur intervention, pour effectivement simplifier les messages pour notre population, qu'il faut adapter. Et je pense que c'est un volet très important sur lequel il va falloir s'investir dans l'avenir. Et là, tous les acteurs, ils ont leur place dans ce sens. Merci beaucoup. Merci, professeur Himi. Je rappelle que le professeur Himi était directeur adjoint à l'ISPITS de Rabat. Il y a professeur Kharbash qui veut... Justement, je suis vraiment d'accord avec vous à 100%. C'est vraiment à la proximité de la population qu'il faut agir. Avant l'itinérant, il y avait beaucoup de messages sur l'hygiène, sur la diarrhée, sur le bir, etc. Maintenant, et là c'est très important, c'est le message, le langage du message, la proximité de la sensibilisation, et surtout, maintenant on trouve des difficultés. Maintenant, parce que le message, l'IEC, information, éducation, communication, c'était très facile. Le counseling, etc., des Américains que nous avons appris. Maintenant, on doit même changer notre comportement et notre façon de faire, et nous devons former les personnes qui doivent faire ces messages. Parce que maintenant, il faut faire le changement, la communication pour le changement de comportement. Ils sont déformés, ils ont des messages erronés à travers les réseaux sociaux. J'étais dernièrement dans un bled, et il y avait en tant qu'association, parce que j'appartiens à plusieurs associations, et on voulait parler avec les femmes qui récoltaient les olives, les jeunes, etc. Ils connaissent beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux erronés. On avait des difficultés à transmettre ce message parce qu'ils étaient déjà déformés. L'information était déformée. On avait pris plus de temps. J'ai le colporteur. Avant كان عنده واحد بهيمة النان كيوصل على شهرين عاد كيرجع للدوار. Maintenant avec le triporteur اللي عطاوه في l'INDR, il vient rapidement toutes les semaines. Les commandes se font par téléphone. Qu'est-ce qu'il a ramené? Du lait en poudre d'un pays voisin, Bla'bar. Pour les enfants, il a ramené des choses, des pommades et tout pour les femmes qui sont dangereuses. Donc, il faut qu'on fasse des messages, qu'on les adapte, qu'on les écrit dans les différents dialectes et qu'ils soient courts, mais bénéfiques. Et vous avez vraiment raison et qu'il faut aller à la source.
Moi, merci, cher professeur. Moi, à mon avis, je l'ai toujours dit sur ce même plateau, il faudrait aussi combattre ces médias qui disent n'importe quoi. Ces médias qui vraiment, qui fleurissent, mais à une vitesse grand V, et qui... oui, malheureusement. Et alors, la dernière, s'il vous plaît, intervention. Bonjour. Une question et pas... D'accord. Bonjour, ma question est relative à la supplémentation en fer. Présentez-vous, mademoiselle. C'est Madame Baïna. Madame Baïna, bonjour. Bonjour. Voilà, la question relative au fer et à la supplémentation en fer. On sait qu'un enfant carencé ou même un adulte carencé, s'il est carencé en fer, il a certainement d'autres carences en d'autres micronutriments. Dans ces cas-là, on a souvent des problèmes de déficience immunitaire aussi. Or, on sait que le fer est un facteur de croissance pour les microbes, les bactéries, etc. Est-ce que lorsque on supplémente en fer chez un enfant ou un adulte carencé, le fait de le supplémenter, est-ce que ce fer supplémenté ne va pas d'abord être utilisé dans le mauvais sens, c'est-à-dire en tant que facteur de croissance pour d'autres germes ou des bactéries, plutôt que pour corriger le statut de la personne que l'on souhaite corriger. Donc ça d'une part. D'autre part, c'est également un pro-inflammatoire, le fer. Donc ces deux situations sont souvent retrouvées chez le sujet carencé. Donc est-ce qu'on ne fait pas pire que mieux, comme disent certains? En supplémentant, est-ce qu'on n'attise pas l'inflammation? Est-ce qu'on n'augmente pas les facteurs de risque d'infection à répétition? Oui, merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne cette carence croisée, effectivement, on s'en est rendu compte lorsqu'on a appliqué le programme de lutte contre la carence en iode. Dans la région de Chefchaouen, on supplémentait par l'iode. En principe, ça devait s'arranger. Lorsqu'on refaisait l'enquête, parce qu'il y avait un suivi continu, on s'est rendu compte que ça ne s'arrangeait pas. C'est certain, pas comme d'autres. Et on a trouvé effectivement que ceux qui ne s'arrangent pas, ils avaient en plus une carence en fer. Donc pour pouvoir résoudre le problème de l'iode, c'est une déficience croisée, il faudrait donc d'abord supplémenter en fer, ensuite en iode. Et vice-versa. Lorsqu'on a une carence en iode, même si on donne une supplémentation en fer, des fois ça ne marche pas, parce qu'on a fait des groupes d'études au niveau de la région de Chefchaouen. Effectivement, il faut supplémenter, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tous les micronutriments se trouvant dans la diversification variée, il faut qu'elle soit là. C'est pour ça qu'on parle d'une alimentation de l'enfant, il faut qu'elle soit vraiment diversifiée. Elle contient à peu près l'ensemble des micronutriments. Et encore, on a étudié que le fer et l'iode de façon croisée. D'ailleurs, il y a un article qui est sur le Lancet et qui est sorti, qui rappelle toutes ces études. Et à côté, on a fait aussi celle du zinc. Et vice-versa. Alors, ce qui veut dire que les micronutriments, c'est un panel d'études. Donc, il faut que ce soit équilibré. Prendre la supplémentation, pas l'autre, et ainsi de suite, ça ne marche pas. C'est pour ça que des fois, il y a échec de la supplémentation. Et vous avez parfaitement raison. Et ça c'est... D'ailleurs, je n'ai pas sur moi l'article, je peux vous envoyer s'il y a le Lancet, c'est très détaillé. C'est pourquoi aussi la prise en charge n'est pas uniquement médicamenteuse. Donc la prise en charge, il y a le fer qu'on donne en tant que supplément, il y a l'éducation nutritionnelle où il faut conseiller les aliments riches en fer héminique. Parce que quand on donne les sources de fer héminique, c'est des sources qui répondent à toutes les carences. Si vous donnez un morceau de foie, l'équivalent de la paume de la main en viande rouge, vous donnez le fer, le zinc, l'iode, vous donnez tout ce que vous voulez. Donc la supplémentation en médicaments, elle seule ne corrige pas tout. Elle améliore le taux de ferritinurine, certes, mais les autres carences, il faut l'éducation nutritionnelle et conseil à la maman et supplémentation sous forme, pas une supplémentation médicamenteuse, mais une fortification et des aliments
naturellement riches en fer et qui sont évidemment riches au niveau des autres éléments. Un doigt de fer et la paume de la main de viande rouge, c'est suffisant pour prévenir l'anémie chez un enfant. Merci, professeur Déby. Je rappelle que Dr Saad est la vice-présidente de la Société marocaine de nutrition. C'est la dame qui a beaucoup œuvré dans le domaine de la fortification, de l'iode, c'est ça, du sel en iode. Nous avons été ensemble avec C. Abou Salah, C. Ftah Drouish qui sont... On était dans le comité de lutte contre les carences en micronutriments avec le ministère de la Santé aussi. Et puis après, on a travaillé dans le projet GAIN dans ce domaine. Donc, comme a dit la dame tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il faudrait applaudir ces efforts qui ont été faits par ce comité, par le ministère de la Santé et par, on va dire, les partenaires du ministère de la Santé, des universitaires et aussi les industriels aussi. Je me rappelle, c'était beaucoup de choses beaucoup d'efforts qu'ils ont fait. Je rappelle aussi que le professeur Déby et le professeur Kharbache sont aussi membres dans le bureau principal de la Société marocaine de nutrition, qui est la société mère de nutrition. Les fondateurs sont là, c'est Safara, c'est Tantawi, etc. Et qu'aujourd'hui, on vient de voir que l'AENS a fait beaucoup de tapage pour notre journée d'aujourd'hui. L'AENS, c'est l'Internationale Union des sciences de nutrition, auquel n'adhère qu'une société mère par pays. Et c'est la Société marocaine de nutrition qui adhère à ce pays. Et là aussi, vous pouvez l'applaudir. Et je laisse Madame Kharbache dire deux mots. C'est juste pour... il y a des anémies qui n'ont rien à voir avec le fer. On donne le fer qu'on veut, mais c'est l'acide folique qui est responsable. Et pour que l'acide folique fonctionne, il lui faut de la vitamine B12. Et pour que la vitamine B12 fonctionne, il faut de la vitamine B6. Et ainsi de suite. Donc il faut explorer. Nous, cliniciens, on explore, on arrive à explorer pour donner vraiment ce qu'il faut d'une façon ciblée et personnalisée. Donc, en général, le fer, il faut avoir du fer. Si ce n'est pas du fer, il faut complémenter par l'acide folique qui est, moi je parle toujours du côté intra-utérin, qui permet d'éviter et de prévenir toutes les malformations du tube neural, du moins du cerveau, etc., et de la colonne vertébrale. Et bien sûr les vitamines qu'il faut. Si on ne les donne pas avant la conception et après la conception, ils ne vont pas, même si la femme tombe enceinte, après on va corriger la femme, on va corriger un peu le fer, etc., pour la croissance du bébé, puisque le fer, c'est un élément de croissance, bâtisseur de placenta, bâtisseur des muscles et du sang du fœtus. Et il prépare les seins aussi pour la lactation. Donc il y a un cercle vicieux qu'il faut rompre à un moment donné, mais il faut savoir supplémenter. Et le rôle des pharmaciens est important. Important. Et je me rappelle, avant d'avoir inclus les pharmaciens dans la contraception, il y avait des difficultés, le ministère avait des difficultés, et j'étais parmi les... Madame... Déby a parlé de 37 ans. J'ai 40 ans de... 40 ans. Bien. Et donc, on avait formé les personnes, les assistants des pharmacies pour poser des questions précises aux femmes pour éviter le pire et pour ne pas donner des oestrogènes, par exemple, chez des femmes à risque. Donc, la même chose pourrait se faire en matière de suppléments alimentaires. Madame professeur Kharbache est une militante dans le domaine de la santé et de la science. Siftah, parce que nous avons après une pause café, puis autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas poser de questions. Non, mais je vais vous dire simplement, je pense que vous étiez déjà pédiatre à votre naissance, là. 35 ans, 40 ans. Donc, écoutez, moi je vais revenir un peu sur les... Non, mais simplement pour rigoler un peu. Dans le ventre. On sent...
prévenir, accoucher la femme convenablement, la bien surveiller au cours de la grossesse pour ne pas avoir des enfants qui souffrent et les avoir Merci beaucoup. Moi, je vais revenir sur quelque chose qui a été dit qui nous intéresse et qui fait le lien, je pense, entre le Maroc et la nutrition. C'est également concernant le fer et concernant la déficience en fer. Et je reviens sur les tanins du thé. Comment lutter? Peut-être il faut également réfléchir ensemble comment lutter, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut essayer de rétablir la courbe, mais dans le coutume alimentaire, vous voyez là, à 6 mois, même avant 6 mois, moi je fais ça dans les 40% de la population, c'est le thé et le pain au début. Et donc c'est un problème qui est ancré là-dedans, et peut-être c'est également, il faut continuer à en parler, parce qu'on peut faire ce qu'on peut, à ce moment-là, on ne va produire que des enfants, malheureusement, qui n'ont rien fait, mais qui ne serviront à rien du tout, et on va suivre toutes ces courbes, et peut-être on sera toujours avec ce triste record, parce que nous sommes les plus grands consommateurs du thé. Merci. Alors, je voudrais revenir également sur un petit problème qui m'intéresse directement, parce que je viens d'être grand-père, et ma fille, il ne veut pas m'écouter, hein. Il est en train d'utiliser le DME. Vous savez, le DME, c'est-à-dire à 6 mois, il a allaité pendant 6 mois, et je parle à tout le monde ici, et puis il a utilisé ce qu'on appelle la diversification alimentaire menée par l'enfant. À 6 mois pile, il a commencé à lui donner les carottes, il mange tout directement. Vous connaissez ça, le DME. Et j'apprends, hier, il me téléphone, il me dit, papa, le bébé ne veut plus allaiter. Je lui dis c'est très simple, parce que maintenant il ne veut plus de liquide. Est-ce que vous avez des connaissances dans ce sens concernant le DME et les conséquences peut-être? Les carottes, il va les cuire un petit peu, et puis à 6 mois il a commencé à manger les carottes. Recommandé. Il faut être souple. Actuellement, même l'introduction de la diversification alimentaire, il est question de diversifier dès les premiers aliments, même les produits allergènes. Auparavant, on disait il ne faut pas donner les produits allergènes. Maintenant, non, ça a changé. Les recommandations européennes ont changé. Et même dès les premières diversifications, on peut introduire les allergènes. Bon, il y a le lait maternel, c'est bien. Mais si l'enfant s'il ne prend pas, il ne faut pas se cabrer et dire non. Il faut quand même laisser aller la nature aussi. Si l'enfant accepte tous les aliments diversifiés, pourquoi pas? Et le lait, on le donne sous d'autres formes. On connaît les... bon, jusqu'à 2 ans, on veut bien. Il ne faut pas rentrer dans le... Parce que moi, j'ai connu des femmes qui ont fait des psychoses, qui ont été hospitalisées parce qu'on leur a dit qu'il faut donner le sein. Et quand le sein, il n'a pas donné de lait, j'ai trouvé des femmes en dépression. On perd et la femme et l'enfant. Donc, chaque cas est à traiter à part. L'essentiel, c'est que du moment qu'ils prennent les diversifications, il faut y aller, on trouve de tout à raison de diversifier. Avec le carotte, tous les aliments sont bons, sauf bien sûr là où il y a des gazeux, etc. Oui. Mais il faut lever peut-être une dernière information qui va rejoindre également Mme Debi et Mme Harbas, c'est concernant le lactose dans le lait maternel et le développement neuronal. Oui, mais il faut dire que vers l'âge de 6 mois, l'enfant a quand même obtenu le maximum du lait maternel. Exclusif jusqu'à 6 mois, jusqu'à 6 mois et demi. Vous savez, la diversification alimentaire, elle n'est pas faite comme ça au hasard. C'est pour répondre à des besoins nutritionnels qui ne sont plus assurés par le lait maternel. Le premier besoin qui s'exprime chez l'enfant, c'est d'abord le besoin en fer. Parce que le fer qui émane de l'hémolyse physiologique n'est plus là. Et lui, sa vitesse de croissance, il grimpe. Il faut bien qu'il y ait de fer. Parce que ce n'est pas le fer de lait maternel qu'il prenait avant. C'est le fer qui venait de l'hémolyse physiologique. Parce que le fer, par nature,
et les pauvres en fer. D'accord? Mais c'est le fer qui venait de l'hémolyse physiologique qu'il a utilisé pendant les 4-5 premiers mois. Et bien après les 4-5 premiers mois, il faut une autre source de fer. Et cette autre source de fer ne peut venir que de la diversification alimentaire. Donner de la carotte, ça ne va pas lui donner de fer. D'accord? Toute seule, ça ne va pas lui donner de fer. Et il faut, la diversification alimentaire, il comporte tout. Il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait des protéines d'origine végétale. Donc il faut qu'il mange au moins des 4 groupes d'aliments de manière à couvrir les besoins en fer. On ne fait pas la diversification comme ça. Le deuxième besoin, c'est l'énergie. Le troisième besoin, c'est les protéines. C'est la vitamine A. Vous voyez, c'est des besoins, c'est l'évidence based qui montre que le premier besoin qui s'exprime immédiatement après, vers la fin du 5e mois, c'est le besoin en fer. Et ce n'est pas les légumes qui vont le lui donner. Vous avez compris? Oui, mais peut-être je suis mal exprimé, peut-être. Il mange tout. Mais on peut voir ça individuel, oui. Il a délaissé le lait, c'est ça. La dame, il a beaucoup de lait, il ne veut plus prendre le lait parce qu'il veut prendre que des choses solides. Pendant 1 mois, il n'a donné que ça, et puis maintenant, il ne veut plus entendre parler du lait. C'est ça mais il a tout mangé. Vous pouvez discuter tout à l'heure. S'il vous plaît, avant de clore la séance, allez-y. En général, téter le sein, ce n'est pas facile. L'enfant, quand elle tète, elle doit fournir des efforts. Il faut qu'il y ait les muscles du visage, voilà, masticateurs et tout, les muscles, les zygomatiques et tout, bien développés. Et c'est plus facile de boire et de manger à la cuillère à ce moment-là parce qu'il ne fait qu'avaler que de téter. C'est difficile. Mais il faut dire à votre fille que les graisses qu'il a gagnées pendant la grossesse, qui s'évaluent entre 3 et 4 kilos, qui se trouvent dans les hanches et les cuisses, ne peuvent disparaître qu'avec l'allaitement maternel. Parce que là بقاو راه غيتزاد عليهم ديال محمد ومن بعد خدت فاطمه وغادي تولي 10 كيلو. Donc il y a beaucoup d'avantages du lait, de l'allaitement maternel pour l'enfant, mais aussi pour la femme. Et le lait est indispensable, même si c'est pas le. Enfin, juste un mot. Indispensable, il faut qu'il le mange. تحلبوا إلا عندها بزاف د الحليب وتعطيه له مع الماكله مع سميتو la cuillère et tout. Merci Madame. Là, je crois que la question de Madame Baina, elle est toujours là. Madame Baina, je crois, moi, je l'ai comprise autrement. Il a un souci pour les enfants qui ont ce qu'on appelle des infections, des parasitoses et tout ça. Autrement dit, ils ont des inflammations. Autrement dit, ils vont avoir des ferritines sériques qui sont très, très élevées. Et ce sont des coefficients de confusion. D'accord? En général, on doit déparasiter un enfant avant de le supplémenter. On doit essayer de corriger une infection avant de se supplémenter. Sinon, on va tomber. Déjà, on va faire des problèmes avec la ferritine. Deuxièmement, on risque d'entrer dans l'hématochromatose, c'est-à-dire une charge de fer qui va être plus dangereuse, qui peut converger vers soi-disant des tumeurs ou bien des cancers. Merci. Bien, on va continuer la discussion autour d'une pause café tout de suite, parce qu'on est un peu en retard. Ou tabarakallah alaykoum, tout le monde, c'était vraiment très riche, très riche. Allez applaudir.